Les locales à l'honneur avec un invité dans le Grand Journal, Monsieur Philippe Magrin, le président du RSI Bretagne, le régime social des indépendants, commerçants et artisans et professions libérales. Rappelons que le RSI est le deuxième régime de sécurité avec près de 6,8 millions d'indépendants. Philippe Magrin, bonjour. Bonjour. Content de vous recevoir, le président du RSI Bretagne, à l'invitation de notre président Gérard Mitrovic. Vous êtes natif de Poitiers, vous avez 68 ans, vous avez été technicien supérieur en agriculture, enseignant, fleuriste, restaurateur aussi, puis paysagiste, et vous êtes à la retraite depuis 5 ans. Je voudrais avoir votre regard sur ce passé. Oh, c'est un passé divers et varié, pendant lequel, évidemment, j'ai pris beaucoup de plaisir dans toutes ces activités, aussi bien en tant qu'enseignant, que restaurateur, que fleuriste paysagiste, puisque là, j'ai retrouvé mes origines, quant à la formation, du moins. Donc, un passé positif de travailleur indépendant, avec les difficultés que connaissent tous les travailleurs indépendants, c'est-à-dire les hauts, les bas, et les périodes de découragement, et les périodes aussi où ça marche bien et on est prêt à mordre dans le morceau, voilà. Alors, indirectement, bien entendu, une longue carrière d'administrateur au service des commerçants et artisans. On va parler aussi de votre présidence. C'était quelque chose qui était en vous, ça, de s'investir ? Alors, écoutez, je suis tombé dans la marmite, si je peux dire, en 1992, donc il y a déjà un certain temps, tout à fait par hasard, hein, puisque je raconte l'anecdote, elle est courte. À l'époque, il y avait des inspecteurs qui étaient chargés dans les caisses de retraite de circuler pour aller voir les ressortissants. Et puis j'en ai vu rentrer un jour dans la boutique et qui m'a demandé si j'avais envie de devenir administrateur. Je lui ai dit que ça m'intéressait pas trop pour plusieurs raisons. D'abord, j'avais pas le temps, premièrement, et puis je connaissais absolument rien à la protection sociale en dehors de régler les cotisations. Alors il m'a dit, vous savez, vous inquiétez pas, il y a 3-4 réunions par an. Si ça vous fait plaisir, allez-y, inscrivez-moi sur la liste électorale, ce qui a été fait. Et puis, j'ai été élu. Et, vous cotisiez au RSI ? Alors, le RSI n'existait pas à l'époque. Voilà, on va en parler. C'était l'organique. Je cotisais à l'organique en tant que travailleur indépendant. Et vous n'avez pas eu de problème ? Je suis comme tous les travailleurs indépendants. Il y a des moments, c'est difficile pour faire face à ses obligations sociales. Donc, j'ai connu moi aussi des moments où je disais, crotte, j'en ai marre de payer tant que ça. Quand on est jeune, la retraite, c'est très loin. Est-ce que j'en aurai une ? Est-ce que j'en aurai pas ? Et puis, je vais me débrouiller tout seul, etc. Ce sont des réflexions de jeunesse, si je peux dire. Donc, voilà. Et puis après, en vieillissant, on s'aperçoit que c'est utile. À la fois pour la santé et puis les risques qu'on peut avoir, et puis aussi pour la retraite, parce que au final, j'ai pas une trop mauvaise retraite de base, du moins, donc je suis satisfait. Et le RSI, c'est arrivé quand pour vous ? Alors, le RSI... avec la présentation du RSI. Qui a été créé donc, par le regroupement de ces anciens régimes en 2006, fusion des caisses, des 90 caisses qu'il y avait en France à l'époque, pour en faire plus que 28. J'ai monté une liste électorale puisqu'il y a des administrateurs élus. J'insiste sur le mot élu, c'est important, au suffrage universel pour gérer ces caisses-là. J'ai donc été élu et puis après, mes collègues, du moins la majorité, m'ont confié la lourde tâche d'assurer la présidence de la première mandature, 2006-2012. Et puis j'ai repiqué au truc 2012 et normalement jusqu'à fin 2018. Voilà un petit peu le parcours. C'est un parcours, je dirais, semé d'embûches, on en parlera peut-être, et puis de difficultés, mais c'est un parcours passionnant parce que moi, ce qui me motive, comme tous mes administrateurs d'ailleurs, quelle que soit leur tendance, c'est d'être à côté, proche du travailleur indépendant, parce qu'on sait très bien que c'est pas facile d'être un travailleur indépendant et que c'est pas rose tous les matins, quoi. Donc, vous êtes retraité, élu au niveau du RSI. Oui. Vous êtes bénévole ? Absolument. C'est du bénévolat. Alors, pour être très clair et très transparent, j'ai l'habitude de l'être, donc je l'ai ce matin également. Vous êtes rémunéré ?
Je suis indemnisé de mes déplacements routiers. Voilà, il y a un barème fiscal d'ailleurs, hein, c'est pas au petit bonheur la chance. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je touche une rémunération, une indemnisation pour le temps que je passe au RSI, qui est de 30 € par jour, par journée passée au RSI. Vous voyez que ce n'est pas des bas de soie. On me rembourse mon repas sur la base de 24,19 € et mon découché, parce que je vais très souvent sur Paris, la chambre parisienne, j'ai 93 € d'indemnité pour Paris et 83 quand c'est en province. Voilà. Président, je vous remercie, c'est clair, comme on dit. Alors, le RSI, je parlais tout à l'heure, c'est le deuxième régime de Sécu, on peut dire, avec près de 6,8 millions d'indépendants. C'est pas rien, Président. Non, c'est un régime important. C'est un régime de sécurité sociale, hein, je le rappelle, parce qu'il y en a encore qui croient que c'est une affaire privée. Nous ne sommes pas une affaire privée. Le statut juridique du RSI, c'est un organisme de droit privé chargé de missions de service public, comme le sont d'autres organismes, tels les URSSAF. Voilà, donc deuxième régime, par l'importance de ces ressortissants, vous l'avez dit, 6,8 millions de personnes, et qui représentent un secteur économique majeur dans notre pays. En Bretagne, peut-être, puisque nous y sommes, donc c'était intéressant de rappeler qu'il y a environ 285 000 personnes qui relèvent du RSI, 106 000 actifs, et le reste, c'est pas très joli comme mot, le reste, ce sont les retraités et les ayants droit. Alors, justement, on va parler tout à l'heure des questions d'actualité. Vous dépendez de l'État, alors ? Nous sommes contrôlés par l'État et nous appliquons, j'insiste là-dessus, les règles et la législation qui est votée par le Parlement dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale tous les ans. C'est-à-dire, pour être très clair, et c'est un sujet sensible pour nos travailleurs indépendants, ça n'est pas nous qui fixons ni les taux de cotisation, ni la réglementation. Nous avons la charge, par contre, de l'appliquer et nous avons des comptes à rendre, évidemment, à l'État, en particulier au ministère des Finances et au ministère de la Santé ou des Affaires sociales, selon les époques. Voilà, nous sommes donc suivis et contrôlés de très près. Donc tous les taux que vous avez, on trouve les mêmes dans les autres caisses ? Ah oui, en France, il y a identité de taux. Les prestations de services, pareil aussi ? Exactement. Les droits de... Sur la maladie, la retraite, etc., les accidents. Voilà, l'action sociale, les accidents, la prévention des risques professionnels, parce que ça, on n'en parle pas assez, mais c'est un point majeur. La règle est la même, qu'on soit en Bretagne ou en PACA ou dans la région parisienne. Alors, pourquoi on parle tant actuellement du RSI ? Parce que, d'abord, il y a un point positif. Au moins, ça nous fait connaître. Donc, il faut voir les choses du bon côté. La deuxième chose, c'est que le RSI, qui était une bonne idée à l'origine, a connu des difficultés dans son fonctionnement, si je peux dire, et principalement dans son fonctionnement informatique, puisque le RSI a un partenaire. Je l'appelle souvent d'ailleurs un prestataire de service. Parce que ce prestataire de service ne nous a pas donné satisfaction. Oh, c'est pas un partenaire, toi. Non, c'est pas un partenaire. Sinon, c'est un prestataire de service, mais on peut pas le virer, si vous voulez, parce que l'État nous l'a imposé. En 2008, l'État nous a imposé le réseau URSSAF comme étant celui qui ferait le calcul des cotisations, le recouvrement des cotisations, et qui assurerait le contentieux de ce que l'on appelle, nous, de premier niveau, c'est-à-dire les 30 premiers jours de la difficulté. Or, ce partenaire, il travaille bien pour les autres missions et il ne travaille pas bien pour les missions qu'il doit remplir pour le compte du RSI. Et ça n'est pas su. Donc, il faut le dire très, très clairement. Et qu'est-ce qui ne travaille pas bien ? C'est leur système informatique qui, depuis 10 ans, malgré les efforts qui ont été faits, et il faut le souligner aussi, n'est pas encore suffisamment performant. Et ça augure mal d'ailleurs de l'avenir, parce que le gouvernement actuel a envie de nous couper en 3 bouts. Malheureusement, on va conserver le calculateur et le recouvreur, c'est-à-dire on va conserver l'URSSAF et son système informatique qui n'est pas en capacité d'assumer pleinement et correctement les missions qui lui sont imparties. Ça veut dire qu'au niveau du RSI, si vous avez des problèmes administratifs, c'est à cause de l'URSSAF ?
Alors, chacun a sa part. Mais si je fais une répartition, si vous voulez, des responsabilités, en gros, 80% des difficultés que nous avons connues, qui se sont amenuisées au fil du temps, il faut être juste, relèvent plutôt de cet aspect informatique du réseau URSSAF. Et puis, il y a nos difficultés internes, mais qui ne pèsent que 20 ou 25% de la difficulté. C'est trop, mais c'est quand même pas ça qui a justifié le bazar qu'on a pu connaître pour un certain nombre de nos ressortissants. Dieu merci. Tous n'ont pas été impactés, mais un nombre quand même conséquent, puisqu'on a considéré au travers de rapports de la Cour des comptes que c'était environ 300 000 personnes qui ont connu des difficultés diverses et variées, dont certains des difficultés très graves, qui ont pu mettre en péril l'existence de l'entreprise. Et ça, c'est tout à fait regrettable. Et je tiens à dire d'ailleurs à ces personnes-là, s'il y en a qui nous écoutent, que en tant que président de ce régime, je présente mes excuses pour ces difficultés qui sont totalement inadmissibles. Alors justement, on a mené une petite enquête, moi-même, donc les choses que je vais dire, je ne peux pas les inventer. Alors en règle générale, on a été voir des artisans, des buralistes, etc. Et indirectement, ça se passe bien. Ils ont même un peu peur si on passe au régime général, que ça va leur coûter un petit peu plus cher. Mais dans l'ensemble, ça va. Alors il y a des exemples, il y a des problèmes administratif. Mais je sais qu'indirectement, il y en a aussi dans les autres caisses. La CARSAT, tout ça, il y a aussi des problèmes. Mais donc là, on met un petit peu tout le monde au même niveau. Ça arrive, les problèmes administratifs, c'est déplorable, mais c'est comme ça. Mais alors, pourquoi il y a eu la tohu complètement pendant les élections où une grande partie de nos candidats gauche-droite ont dit qu'il faut supprimer le RSI. Il y en a même qui disent dans 2 ans, 2018, il n'y en a plus. Et comment vous avez vécu ce moment-là ? Ça a été un moment extrêmement difficile parce qu'on a entendu tout et n'importe quoi. Alors, des constats vrais, avérés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous avez même dit, Président, beaucoup trop d'hommes et de femmes politiques ne connaissent pas le fonctionnement du RSI. Ça veut dire qu'il faut qu'ils se taisent, quoi. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'ils se taisent, mais ça veut quand dire... même, c'est vos propos, là. Ça veut dire qu'il faut qu'ils se renseignent avant de parler. Ouais. Alors, vous savez que dans les campagnes électorales, ça, c'est la règle du jeu. Il y a les propos d'estrade, comme je dis, et puis il y a eu le buzz médiatique qui s'est emparé de tout ça. Les candidats, parce que il n'y en a pas eu un seul, je dirais, tout le monde a enfourché le cheval de dire le RSI, c'est lamentable, il faut le supprimer. Nous, on l'a très mal vécu à différents niveaux parce que les élus, d'abord, il y a 36 élus, 36 administrateurs élus en Bretagne, c'est pareil dans les autres caisses. Croyez-moi, ce sont des artisans et des commerçants, ils ne tombent pas de la lune. Donc ils savent ce que sont les difficultés et ils savent aussi tout le travail que l'on fait pour pallier à ces difficultés et toutes les aides qu'on peut apporter. Alors les politiques vous ont tapé dessus, mais indirectement aussi, il y a des indépendants aussi, des commerçants et artisans qui vous ont tapé dessus. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'ils ont pu connaître effectivement une difficulté, un dysfonctionnement, un délai de réponse trop long par rapport à un problème qu'ils pouvaient rencontrer. Vous êtes amélioré là-dessus ? Ah oui. Je ne vais pas dire que c'est parfait, parce que je mentirais, mais il y a quand même une amélioration notoire. J'ai un chiffre en tête au niveau national. En gros, 70% de nos ressortissants sont satisfaits du fonctionnement du RSI. Alors ça veut dire qu'il y en a 30%, je ne vais pas dire 30% d'insatisfaits, mais 30% ou qui ne se prononcent pas ou qui ont une vision négative. Mais globalement, on est parti de très loin, parce qu'au départ, on avait beaucoup plus de mécontents que ça. Donc ça montre que le travail qui a été accompli par les administrateurs et par les administratifs, nos salariés, a été un travail positif et qu'il porte ses fruits. Malheureusement, on va peut-être couper la tête du RSI au moment où l'amélioration se sent d'une manière nette, précise, et sans tenir compte de tout ce travail qui a été fait et des progrès qui ont été réalisés et des progrès qui allaient être réalisés parce que nous avions des propositions intéressantes. Alors indirectement, pour les hommes politiques, l'échafaud est annoncé en 2018. Tout à fait. Alors, comment vous vivez ça, vous ?
Bah, écoutez, la suppression d'abord du nom du RSI. C'est pour le 1er janvier 2018, si j'en crois les propos d'Édouard Philippe il n'y a pas si longtemps que ça, à Dijon. Ça nous laisse absolument froid comme le marbre. Pourquoi tous les hommes politiques, une grande partie, ont dit il faut arrêter le RSI? Bah parce que ça va un petit peu... C'est du populisme aussi pour certains. Hein, y a le constat des difficultés. Et puis il y a aussi de caresser l'opinion publique dans le sens du poil. Hein, je vais être méchant. Mais ils oublient de dire que le RSI, il marche pas si mal que ça et qu'il prend en compte vraiment la situation des travailleurs indépendants. Je doute fort dans ce qu'on nous prépare que cette prise en compte de la difficulté, des besoins, des évolutions se fasse de la même manière. Je n'y crois pas. Est-ce que c'est une action, les politiques se disent tiens, il y a de l'argent à gratter dedans? Il y a sans doute un peu de ça. Ça, c'est pas mis sur la place publique, mais je vais quand même vous révéler, non pas un scoop, parce que les chiffres sont publics et sont pas cachés. Vous savez qu'il y a le régime complémentaire obligatoire dans les appels de cotisation et que nous avons, qui servent à payer la retraite complémentaire obligatoire. Parce que vous avez un excédent. Hein. Mais bien sûr, on a un excédent qui se chiffre à 18 milliards d'euros aujourd'hui. C'est pas rien. C'est pas négligeable. Et si on ajoute l'excédent de nos amis professions libérales dont on gère la santé, eux, ils doivent avoir 20 ou 22 milliards d'euros. Si on fait la petite addition, on arrive vite à une quarantaine de milliards d'euros. Ouais. Je peux vous dire que dans le contexte actuel, ça fait des envieux au niveau de l'État. Mais ça, on ne le dit pas. Mais à terme, il y a quand même ce risque-là. Alors, vous avez l'argent en caisse, comme on dit, un excédent. Et puis, c'était en 2016, il y a eu un nouveau siège à Rennes et il y a eu 10 millions. Alors, que vous allez amortir sur 10-15 ans, c'est ça? Alors... Ça, c'est la question clé, si je peux dire. Alors, pourquoi d'abord avons-nous fait construire ce nouveau siège? La raison en est simple. Premièrement, il y avait un besoin en termes de surface par rapport au siège où nous étions auparavant. Le siège où nous étions auparavant, nous n'étions pas propriétaires, nous étions locataires. Parce que l'État, là aussi, nous avait imposé de dire... à l'époque, en 2006, vous n'achetez pas, vous êtes locataire. Sauf que le loyer annuel, il n'y a pas de secret non plus, de ce siège, c'était 700 000 euros par an. D'accord ? Donc, moi, en tant que bon gestionnaire et mes administrateurs, on s'est dit, quelque part, autant faire construire, certes, ça va coûter des sous, mais au moins, il va rester ce bâtiment qui a une valeur réelle et certaine, et c'est une meilleure gestion que de payer des loyers à fond perdu pendant des années et des années. Voilà la raison. Alors... Maintenant, je dirais, ça appartient aux artisans et aux commerçants. Ça m'appartient pas, ça appartient pas aux administratifs du RSI, ça appartient bien aux artisans et commerçants. Donc c'est leur propriété, c'est un peu leur maison commune. Bon, alors 10 millions, on peut faire des bons dans une période difficile, effectivement, économiquement, on peut le comprendre, mais c'était une mesure de bonne gestion et je crois qu'il n'y a pas à regretter cet investissement-là dont on avait besoin en plus. Hein. On n'a pas fait dans le luxe, on a fait des choses dont on avait besoin pour accueillir tous nos salariés. D'autant plus qu'on allait fusionner avec la région Pays de Loire. Ouais. Donc, il y avait un regroupement de salariés sur les sites Pays de Loire et Bretagne, et on avait donc besoin de mètres carrés supplémentaires. Ça aussi a été un des critères déterminants dans la construction de ce bâtiment et dans cette acquisition. Alors, avec cette campagne des politiques, ces attaques sur le RSI, actuellement, ont-elles des conséquences, des choses? Vous en subissez les choses? Alors, elles ont des conséquences, c'est évident. Premièrement, chez nos salariés qui vivent une période... Nous avons 6 000 salariés en France. Hein. 200, mon chiffre doit être juste, 226 en Bretagne, plus il doit y avoir 40 CDD. Hein. Si on ferme le RSI, qu'est-ce qu'on fait de ces personnes? Voilà, la question se pose. Elle est réelle. L'État s'est engagé, il y a eu une lettre au mois de juillet co-signée par Mme Bizin, ministre de la Santé, et M. Darmanin, ministre des Comptes publics, disant qu'il n'y aurait pas de licenciement et de mobilité géographique imposée. Bon, c'est très bien, on en prend acte. Hein. Moi, je dis... tant que les choses ne vont pas être négociées jusqu'au bout et l'accord entre les partis, quand je dis les partis, ce sont les organisations syndicales des salariés et puis les nouvelles structures, restons confiants mais prudents. D'accord ?
Donc voilà la question. Surtout que la moyenne d'âge des salariés du RSI en Bretagne, elle est de 44 ans. Donc c'est jeune, hein, il y a encore du boulot à faire. Hein. Donc j'espère fortement, effectivement, que nos salariés seront repris, parce que d'abord ils sont compétents, par l'ensemble des trois régimes qui vont se partager la dépouille de la bête, si je peux dire. Seront repris. Président, est-ce que vous croyez à cette disparition du RSI? Je crois que alors je vous disais tout à l'heure, je crois que le nom va disparaître au 1er janvier 2018. Ça, c'est bon, il n'y a pas de surprise à avoir. Moi, ça me laisse froid et mes collègues aussi, comme la pierre, parce que d'abord, ce nom, c'est pas nous qui l'avions choisi. Le nom nous avait été imposé à l'État. Le nom a perdu toute crédibilité, il faut le dire. Quand une marque ne marche plus, bah, on change de marque. Hein. Je pense à certains partis politiques qui ne se privent pas de changer de nom pour redonner une certaine virginité. Donc, voilà. Quand vous êtes montré du doigt comme ça avec ce nom, vous en souffrez aussi? Ah oui, parce que bah, je prends des coups, hein, pas des coups physiques, hein, non, mais des critiques réelles et sérieuses, dont certaines sont justifiées. Hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je porte haut et fort le régime social des indépendants, et je porte surtout haut et fort, et c'est ça qui m'importe, la protection sociale des indépendants, qui est une protection sociale adaptée et spécifique aux divers métiers de ces professions. Alors, disparition du nom RSI, est-ce qu'il va être baptisé d'un autre nom, ou est-ce que le RSI va devenir la Caisse Générale? Alors, sans doute qu'on va lui coller un autre sigle au 1er janvier 2008. Je ne peux pas vous en dire plus parce que je n'en sais pas plus. Ça sera peut-être la Caisse de la protection des indépendants, j'en sais rien, ce sera peut-être autre chose. Sur le devenir un peu plus lointain... Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va changer? Dans un premier temps, les cotisations vont toujours tomber. Ne rêvons pas, parce que là aussi, c'est un peu un message que certains se sont dit, tiens, chouette, peut-être qu'on ne paiera plus de cotisations. Non, c'est totalement faux. Il y aura bien toujours des appels de cotisations. Après, deuxièmement, beaucoup de nos ressortissants disaient pourvu que les cotisations baissent. D'ailleurs, le président Macron s'était engagé à une baisse de cotisations. Aujourd'hui, selon mes renseignements, et ils sont autorisés, il n'y aura pas de baisse de cotisations. Elles resteront au même niveau. Certes, on va faire un effort sur la maladie, puisque la cotisation maladie va disparaître, mais je rappelle quand même que ça avait déjà été enclenché sous le gouvernement Hollande. Il faut rappeler un chat, et que, deuxièmement, l'allocation familiale, c'est vrai, sera financée d'une autre manière. Mais globalement, on va rester dans le même montant de cotisation. Alors, certains me disent, mais on va avoir droit au chômage. D'abord, je rappelle que ce ne sont pas les caisses de protection sociale, que ce soit le RSI, la MSA ou le régime général, comme on dit, qui s'occupent du chômage. C'était bien un problème de l'UNEDIC et du Pôle emploi. Donc ça demeure ce problème-là. Le financement du chômage, il ne se fera pas par une cotisation RSI, mais il y a le point 7 de CSG. D'accord? Et on a dit qu'on allait équilibrer entre la CSG qu'il faudra payer en plus, et puis la baisse de la maladie, et puis de l'allocation. Ça devrait être neutre, zéro. J'espère que ce sera véritablement le cas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai regardé c'est 2,12 de moins de cotisation maladie. En chiffres, qu'est-ce que ça donne? Sur une base de petits revenus, hein, en gros, entre 0 et 15-20 000 euros, c'est une économie. Enfin, on paiera en moins chaque année pour un travailleur indépendant environ 270 euros. Si vous divisez par 12, ça fait 22,50 € par mois. Bon, c'est quand même pas mirobolant. Et pour des revenus plus importants, la baisse serait en gros de 550 € sur l'année. Si on divise par 12, l'arithmétique, ça fait en gros 47 € chaque mois. Bon, je veux bien, mais c'est quand même... c'est pas ça qui va changer la difficulté ou la face du monde chez les travailleurs indépendants. Président, ce sont vos chiffres, ça vous regarde, nous on ne les connaît pas. Indirectement, on salue aussi la présence dans nos studios de Frédéric Duruet, qui est le président du Club des entreprises de l'Iroise, Aber et des Légendes. Indirectement, on est dans un milieu rural. Et nous sommes ici au Folgoat à Lesneven. Ça va être votre mot de conclusion. Qu'est-ce que vous voulez dire, comme on dit chez nous, à ces gens, à ces commerçants, ces artisans, profession libérale qui cotisent chez vous? Est-ce qu'ils peuvent aussi avoir peur? Oui.
peur, c'est peut-être pas le mot qui convient, mais il faut pas... Votre message à ces gens-là. Faut pas tomber dans une naïveté trop grande. Hein, les arbres ne vont pas jusqu'au ciel. Donc en termes de cotisation, pour être concret, dans le meilleur des cas, on restera sensiblement au même niveau de ce qu'ils connaissent aujourd'hui. Dans un cas plus négatif, il y aura un ajustement des cotisations par rapport à un travailleur salarié. Et je le dis, c'est contesté, mais les chiffres le montrent et les experts le disent, un travailleur salarié a davantage de cotisations qu'un travailleur indépendant. Parce qu'un travailleur indépendant, il paye, c'est vrai, la part patronale plus la part salariale. En gros, 35,6% de son BIC, et non pas de son chiffre d'affaires. Et un travailleur salarié, c'est en gros 47-48% de son salaire. Enfin, lui, sur sa feuille de paie, c'est sa part salariale, mais derrière, il faut quand même rajouter la part que paye le patron. Ça coûterait plus cher au patron, alors. Voilà, donc je pense que à terme, moi, je m'interroge, je ne dis pas que ça arrivera, j'espère que ça n'arrivera pas, mais je m'interroge sur cette possibilité-là. Ça voudrait dire qu'il y aurait une augmentation des cotisations pour les travailleurs indépendants d'environ 20%, ce qui serait catastrophique, parce que les travailleurs indépendants ne sont pas riches. Hein, je voudrais dire très clairement à cette radio et aux gens du pays, mais à tous ceux qui peuvent l'entendre, c'est que la moyenne en France de nos ressortissants, qui sont des commerçants, des artisans, qui maintiennent du lien social comme on le fait certainement dans le pays du Folguet régulièrement, qui maintiennent un côté humain des choses, et bien souvent, ils gagnent à peine leur croûte. Hein, ils ont des tout petits revenus. 66% de nos ressortissants ont des revenus inférieurs au SMIC en France. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc je dis que dans les zones rurales, peut-être encore plus que dans les grandes villes, il faut faire très attention, et je m'adresse aux gouvernants, peut-être il y a des politiques qui nous écoutent. C'est un appel, Président. Ben oui, c'est un appel, je dis faites attention, ne faites pas n'importe quoi. Que l'on réforme le RSI, ok, on est prêt à vous aider, allez dans ce sens-là. Qu'on se précipite, non, parce qu'on va faire des bêtises et on va créer des difficultés. Et surtout, prenez en compte les aspirations et les besoins du travailleur indépendant. Et surtout, ce ne sont pas des gens riches. On ne fait pas partie du CAC 40. On ne délocalise pas nos activités. On emploie, je vous rappelle que les travailleurs indépendants en France, les chefs d'entreprise de TPE en France, emploient plus de 4 millions de personnes. Hein, on n'en parle pas assez de ça. Et ils créent de la richesse financière, et il crée du lien social dont on a tant besoin, en particulier dans les zones rurales. Philippe Macrin, je vous remercie. Vous êtes le président du RSI Bretagne. Merci de votre visite dans une petite radio rurale comme ça de proximité. Non, la proximité, vous aimez ça? Ah, j'adore. Hein, je veux voir. J'adore. Président, je vous remercie.